effet, 10h à la pendule de Nord FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en ce samedi 28 novembre pour le dernier numéro de Parole Mette Pièce de la semaine. À la co-animation de cette émission, Jean-Luc Tellino pour la rédaction. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Myrta. L'invité du jour est Serge Letchimy. Bonjour Serge Letchimy. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes député du centre de la Martinique, président de la région Martinique et candidat à la collectivité territoriale de Martinique. Vous conduisez la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle et vous êtes tête de section à Fort-de-France. Avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait savoir comment se passe une journée de Serge Letchimy. Bonjour et d'abord merci de me recevoir. Je m'excuse pour la voix. Vous imaginez bien qu'il y a une raison. On est en campagne, donc on parle beaucoup. Très tôt, déjà au bureau, dans les réunions, dès 9h du matin, je termine tous les soirs minuit et demi. Puisqu'on a un peu de temps aujourd'hui, on va essayer de comprendre. Depuis 2010, vous êtes à la tête de la région Martinique, vous êtes également député du centre, vous avez réussi à former une coalition. Qui est vraiment Serge Letchimy? Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Alors, simplement un homme qui est né au Gros Monde, dans une campagne, dans une habitation. Je ne suis pas né à l'hôpital. Et qui, à 5 ans, a quitté le Gros Monde pour aller vers le Lamentin, puisque mon père est d'origine de Lamentin. Et ensuite, nous sommes allés à Trénel. Et puis, mes parents ont vécu dans des conditions extrêmement modestes. Donc, je suis un garçon d'une famille modeste. Deuxième chose, j'ai fait des études. Et j'ai eu la chance d'avoir pu bénéficier du sacrifice de mes frères et sœurs qui sont allés travailler pour permettre au dernier fils et à la dernière fille, Nicaise, de faire des études. Et puis voilà, je me suis retrouvé comme urbaniste, parce que c'était un petit peu mon souhait de faire l'architecture et l'urbanisme. Je suis docteur en urbanisme. J'ai 3 enfants, et voilà. Vous êtes du Nord comme Césaire. Vous êtes un homme très attaché au Nord de la Martinique. Ah oui, viscéralement, et j'avoue, j'ai franchement le sentiment que... Parce que pour faire de la politique, il faut être extrêmement courageux, et je salue tous ceux qui font de la politique, et très tenace, et moralement bien stable. J'ai vraiment le sentiment que j'ai pris ça du côté de ma grand-mère émérante, Marémy, et au cœur de 2 cités au monde. Parce qu'on a vécu pendant 7-8 ans isolés, il n'y a pas de route, donc la route tout pas tout loin, bétonnée. En tant là, on faisait pratiquement 1,5 km à pied, dans une trace, sans route, en sentier sans route, pour accéder à la maison de ma grand-mère. Donc je suis très attaché à la biodiversité, à l'agriculture, à tous ceux qui configurent l'authenticité du peuple martiniquais. Ma grand-mère, c'était une femme qui faisait du ladja. D'ailleurs, son mari, notre grand-père, elle a connu son mari, Adam Kombaladja. D'ailleurs, il était Batli, d'ailleurs, et Joutala. Et il te mettait marié les deux, et puis il fessé à terre. Et ouais, je suis très attaché au Grand Nord. Aujourd'hui, il y a également Ensemble pour une Martinique nouvelle, EPNM. On aimerait savoir où est la différence. Est-ce que EPMN fait de l'ombre au PPM aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question. Une excellente question, parce que à la limite, on aurait pu dire, bon, PPM, c'est un mastodonte, il y a près de 3000 militants. On est autour de 2700 militants. C'est énorme, quoi, c'est beaucoup. Quand on compare par rapport à... Je prends un exemple comme ça parce que j'aime bien le taquiner, le parti de Simon Morin à Saint-Joseph, qui a 80 à 100 militants. Donc on aurait pu imaginer, bon, qu'est-ce que Letchimy va faire avec des petits mouvements progressistes. J'ai considéré que il y a eu des tentatives faites en Martinique de rassemblement du peuple martiniquais. On pense à 1971, au Monde Rouge. La tentative a été faite au-delà même. Une volonté de rassemblement. Parce que seul, on ne peut pas. On ne peut pas incarner. On incarne quelque chose certainement de bien, parce que le Parti progressiste martiniquais, je répète toujours, le PPM, c'est le Parti patrimoine martiniquais. C'est vraiment un parti patrimoine, quoi. Mais seul, on n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce rassemblement, mais sans pour cela perdre l'âme du PPM. Lorsque vous mettez des hommes de gauche progressistes à vos côtés, je vois pas en quoi bâtir bouleverse notre déontologie politique, notre théologie politique, c'est-à-dire les grandes valeurs que nous défendons.
Un autre exemple, c'est le Parti socialiste. Moi, je siège à l'Assemblée dans le groupe socialiste. Alors là où ça peut poser débat, c'est quand on fait venir Génie Dulis, qui est à droite. Oui, justement, est-ce que ça ne va pas poser des désaccords? Non, ça n'a pas posé de désaccord, puisqu'en 2010, Génie Dulis est arrivé, en 2010 avec Ozonzé. Mais j'ai bien lu Ozonzé. Vous savez, le livre, Ozonzé, ce n'est pas la tête de Pierre Petit, hein, c'est un bouquin. Et il a créé à partir de ça un parti. Donc Ozonzé a été créé. J'ai lu et relu plusieurs fois Ozonzé. J'ai vraiment senti une volonté progressiste à travers ce qu'il disait et ce qu'il écrivait. Et c'est vraiment ça, son type, Pierre Petit. C'est lui le président. J'ai lui, c'est maire de Montloge. La parité vous a-t-elle posé un problème quant au choix des colistiers? La parité ne pose aucun problème. Et d'autant plus que, à mon avis, je pense qu'on est dans une vaste hypocrisie vis-à-vis des femmes. Oui, parce qu'on fait la parité politique, mais on ne fait pas la parité sociale et économique. C'est-à-dire, aujourd'hui, les femmes sont toujours en situation d'infériorisation par rapport aux hommes. Simplement, les femmes font autant d'études que les hommes, réussissent des fois mieux que les hommes, ont des salaires moins élevés et n'occupent pas des postes clés. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu conjurer cette espèce d'attitude très macho de notre société mondiale, pas seulement à Martinique, en mettant à la tête de la région une très jeune femme qui avait 30 ans quand elle a été nommée, Lise Moutamal. D'ailleurs, j'avais même reçu des observations de certains hommes politiques. À hydrogène, à 100 femmes, à m'envoyer toute bon pommelée, quoi. Et elle est une femme brillante aujourd'hui. Donc la parité ne m'a posé aucun problème. Je pense que, honnêtement, l'arrivée des femmes en politique est une excellente chose. Mais vraiment, c'est pas contre les hommes, mais c'est vraiment très bien. Il y a une manière très différente et plus fine d'analyser les choses. C'est pas une élection compliquée. Les choses sont très simples. La presse a voulu, certains élus ont voulu compliquer les choses. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'élire les représentants de la collectivité unique de Martinique. Point très. Pourquoi une collectivité unique? Il n'y aura plus de départements, il n'y aura plus de régions. Donc on va créer une nouvelle collectivité à l'occasion de ce vote. Au lieu d'idée union, il faut que tous les Martiniquais participent. Alors ce qui peut être un petit peu complexe, c'est le mode de scrutin. C'est-à-dire, qui ça fait section? Est-ce qu'il y a un bulletin? Chaque section a un bulletin. Est-ce qu'au nord, il y a un bulletin différent du sud, du centre? Non. Alors ça, c'est des élus qui ont mis ce cancan-là. Non, il n'y a pas de bulletin par section. Il n'y a qu'un seul bulletin, avec une seule tête de liste. Et puis dans chaque section, le bulletin est divisé par section. À ce même feuille-là, on y a 4 sections. Donc, si vous habitez loin, ou qu'il y a des gens qui représentent loin, en la circonstance, à ce nom, c'est distinct, quoi. C'est tout. Qu'est-ce que vous diriez à la population du Nord pour les inciter à s'intéresser à ce scrutin? De croire en leur pays. Moi, je n'ai pas de baratin ni de promesses idiotes, stupides à faire. Je dis clairement qu'il faut que les Martiniquais puissent être fiers d'être Martiniquais, de croire en leur destin et de se battre pour leur pays, pour plusieurs raisons. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, qui est très géopolitique, de dire aux Martiniquais, nous restons dans l'ensemble français. Ça a été décidé en janvier 2010. On ne change pas de statut. On n'est ni dans l'indépendance, ni dans l'autonomie. On continuera le combat pour ça. Mais la mission qui nous a été donnée, c'est de mettre en place la collectivité unique. Donc on met en place une collectivité unique. Il n'y a pas à avoir peur. La troisième chose, la France d'hier n'est pas la France de demain. L'Europe d'hier n'est pas l'Europe de demain. Cela veut dire quoi? Mais tout ce qu'on attendait directement de Paris ou de Bruxelles, on ne peut plus l'avoir parce que chaque monde a un problème mieux. Donc il faut absolument créer les conditions pour que nos enfants demain puissent émerger dans un espace de créativité qu'est la Martinique. Mais je trouve que le bilan de M. Marie-Jeanne a été assez désastreux sur plusieurs points. Lequel? Notamment sur l'investissement. Et il a décidé de ne pas investir dans le pays. Et il a, à mon avis, ralenti considérablement la Martinique. Vous pensez que c'est la seule erreur qui a été commise? Ah, il n'y a pas que ça, mais si vous voulez que je vous donne toutes les erreurs, je peux faire. Mais je veux commencer par cela, parce qu'on a un petit peu de temps. La première chose, quand vous avez une collectivité qui rembourse, il y avait 137 millions d'un coût d'emprunt vers 2003-2004. 137 millions. Vous savez ce que le président Marie-Jeanne a fait?
il a remboursé un seul chèque 137 millions. Donc on est revenu à zéro en cours d'emprunt. Et il n'a pas emprunté quoi que ce soit. Mais comme son épargne est limitée, il n'a utilisé qu'une part de l'épargne. Donc il a fait 100 à 120 millions d'euros d'investissement par an. Et la Guadeloupe a eu une progression de son PIB assez rapide. Donc il fallait absolument recommencer à investir en Martinique, ce que nous avons fait, puisque nous avons investi pratiquement 100 millions d'euros de plus, les mêmes 100 millions qu'ils n'investissaient pas, puisqu'ils terminaient en plus chaque année avec 60 millions d'euros en excédent de clôture. Une dernière question concernant donc la région. Est-ce que vous reconnaissez avoir fait des erreurs durant vos mandatures? On fait toujours des erreurs. Lesquelles? Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il faut en parler quand même. Non, je pense que j'ai peut-être mal apprécié deux choses. La première chose, c'est le vide dans lequel on s'est trouvé après 2009, le non-investissement et surtout la situation du personnel de la région. Je certainement sous-estimé ça parce que, par exemple, vous n'avez pas d'outils de bien-être, pas de COS, de comité d'offre sociale, pas d'outils sur la question de la prise en charge du travail des gens, pas de CHSCT, pas de médecin du travail, pas de directeur de services techniques, notamment bâtiment, pas de directeur financier et pas de directeur de cabinet. Deuxième inappréciation, ce sont les mandats. Puisqu'on investit plus et on a mis la Martinique au travail plus puissamment, et d'ailleurs ça se traduit dans le taux de chômage, puisque le taux de chômage est passé pour la première fois en dessous de la barre de 20%. On a 19,4% de chômeurs. Puisqu'on fait ça, on a plus d'activité à la région. On faisait à la région environ 12 000 mandats an. Vous savez combien de mandats nous faisons par an aujourd'hui? 36 000. Ce qui veut dire qu'on a multiplié par 3 l'activité de la collectivité régionale. Et derrière ça, on a eu des délais de paiement extrêmement longs, et tant sur les aides qu'on apporte aux gens que sur le paiement des entreprises. Un peu moins sur le paiement des entreprises, mais sur l'aide qu'on apporte aux gens. Voilà, il y a eu des exemples, je dis, bon, là on a commis des erreurs, on n'a pas été très bon. C'était dans le programme. Et on dit que ce plan de relance devrait nous permettre de retrouver l'expression qui a été utilisée, 5 000 emplois. Bien sûr, les adversaires ont voulu manipuler ça et de dire l'Etchimi a promis de créer 5 000 emplois. Et nous avons effectivement retrouvé 4 700 emplois, dont 700 emplois nouveaux. Parce que quand on a fait le plan de relance, c'est 221 chantiers, donc on a demandé aux maires de chaque commune de bien vouloir pointer sur le terrain avec l'entreprise, avec les 2 signatures, le nombre de salariés qu'il y a sur place, et deuxièmement, dans chaque chantier, et quels sont les emplois nouveaux. C'est ce qui a donné ce chiffre. On revient sur les aides de la région. Les gens disent que c'était mieux avant, que les dossiers étaient traités plus rapidement, en moins de mois. Et les jeunes disent que pour avoir un ordinateur, il faut attendre très très longtemps, 2 ans, voire même 2 ans. C'est vrai que c'était traité beaucoup plus rapidement et c'est normal, l'explication est là, puisque l'aide était attribuée directement par le président. Donc sans procédure, sans rien, sans commission, sans limite de plafond de revenus. Des gens pouvaient partir à New York avec un billet d'avion signé par le président de la région, au Canada pour aller à un anniversaire. Si vous trouvez que c'est comme ça qu'il faut diriger un pays, moi pas. Donc il faut que les décisions soient prises par un avis de commission, c'est ce qu'on a fait. Après l'avis de la commission, ça passe en commission permanente. D'ailleurs, M. Marie-Jean a beaucoup d'ennuis avec la justice ces temps-ci, simplement parce qu'il a changé 3 fois un document contractuel pour construire une école à la Dominique, sans passer par les instances légales. Et il se trouve devant la justice. Donc c'est vrai que les procédures sont plus longues, mais il vaut mieux respecter ces procédures-là pour ne pas avoir d'ennui. On va passer maintenant à votre programme d'action, 12 engagements avec les couleurs de la croissance bleue et croissance verte. Avant cela, d'entrer dans votre projet 2015-2020, vous parlez d'administration innovante, de l'éloignement des lieux de décision. Est-ce que vous envisagez une forme de décentralisation des instances? Oui, ça c'est ce qu'on appelle la territorialisation. A commencé avec Josette Manin au département, il y a une plateforme expérimentale qui était en train d'être étudiée et être mise en œuvre
Pour des raisons simples, lorsque vous regardez le Nord, y compris entre le Nord Atlantique et le Nord Caraïbe, ce n'est pas la même configuration, ce n'est pas les mêmes enjeux. Et deuxièmement, le Sud est encore très différent. Alors, est-ce qu'il faut avoir une stratégie de gestion, d'administration, de dynamique sociale et culturelle différenciée? Il faut avoir certainement des choses transversales. Il faut rapprocher l'administration de l'administré. C'est dans ce sens que nous avons prévu d'avoir environ 4 plateformes de gouvernance au Nord Caraïbes, au Nord Atlantique, au Centre et au Sud, de telle sorte qu'on puisse être beaucoup plus proche. Ça permettra aussi d'avoir un poste de déplacement. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'une pièce qui doit sortir de Macouba pour arriver à Fort-de-France, pourra demain matin sortir de Macouba à la Sainte-Marie, si c'est Sainte-Marie qui choisit. Et du côté de Saint-Pierre, pareil, Trinité ou dans le Sud, on cherchera la commune qui va recevoir la plateforme de la collectivité territoriale de Martinique pour permettre d'être beaucoup plus proche. Deuxièmement, on a des enjeux qui sont liés aux personnes âgées. Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait une observation dans le micro-trottoir sur les personnes âgées et qui disait on ne fait rien pour les personnes. C'est pas tout à fait juste. Il y a beaucoup de choses de fait. Et qu'on dise qu'on ne fasse pas suffisamment et qu'on soit dans une stratégie de proximité, ça me semble être très important de faire ça. C'est très vaste parce que le réflexe, quand on parle d'agriculture, on parle généralement de bananes, de cannes, de sucre, de rhum. Alors ces filières qui sont des filières anciennes, mais qui configurent quand même une société assez complexe d'habitation, ce sont les filières qu'il faut absolument accompagner. La banane, il faut absolument poursuivre les efforts en termes de banane durable. Et je détaille pas. Banane bio ? Banane durable aussi et banane bio. C'est deux stratégies différentes. La banane durable, c'est la banane qui doit arriver à 0 pesticide. Il faut absolument atteindre cet objectif-là. À partir du moment qu'on atteint 0 pesticide, eh bien, on rentre dans un processus de banane presque bio. Bon, mais il faut aussi accompagner la banane bio, parce que la méthode est très différente de l'approche de la banane bio. Puis il reste bien sûr toute la partie agriculture endogène. On a progressé, l'élevage et l'agriculture, on a progressé puisqu'on a plus 26% de cheptel en croissance et on a plus 18% de viande qui a été produite pendant ces 4 années-là. Donc on a des progrès, on a beaucoup d'outils qu'on a financés de transformation et de découpe à tous les niveaux, mais il faut encore aller beaucoup plus loin en matière d'élevage. On est déjà relativement autonome sur le lapin, sur la volaille, notamment le frais, je parle, et en porc. Il nous reste encore à diminuer l'importation, notamment de congelés, pour pouvoir faire progresser la production locale. Et puis, sur le plan de l'arboriculture fruitière et du maraîcher du vivrier, là c'est certainement où il y a le plus d'efforts à faire. Et c'est paradoxal parce que malgré l'Interpro, ce qu'on appelle l'Interpro, c'est l'association entre les centres commerciaux et les producteurs et les coopératives, ça n'avance pas suffisamment. On a des casses, notamment des casses de certaines coopératives. L'effort qui est apporté, c'est dans ce domaine-là. Pour faire cet effort, je pense qu'il faut absolument multiplier les plateformes de localisation et de commercialisation. On en a prévu une plateforme très importante du côté de Montgrovulsin, de logistique, où les gens pourront déposer leurs produits qui sera commercialisé. Et puis je termine, la dernière chose, il faut travailler sur les filières nouvelles, notamment le cacao, le café, la vanille, le manioc. Ici, au Lorrain, on a la famille Ragal qui fait du manioc. Labellisé, oui. Oui, nous y travaillons beaucoup parce qu'il y a une demande importante et il n'y a pas suffisamment de production. Et il faut passer de la production artisanale à une production, pas industrielle, mais avec beaucoup d'innovation qui nous permet de rentrer dans un processus de commercialisation intérieure-extérieure. C'est très juste, pendant 12 années, on a complètement ignoré le Nord et on a privilégié le Sud, parce que le Sud était d'une appartenance politique. Et on a ça dans nos notes, dans nos statistiques. Si on regarde les aides sociales qui ont été distribuées, et le maire de Lorrain le dit très souvent, les aides sociales qui ont été distribuées de la seule décision et de la seule main du président, et la seule décision sur le montant et la personne, et il y a 7 à 8 fois plus d'aides sociales distribuées dans le Sud, directement avant moi, que dans le Nord. Deuxièmement, il y a une question qui a été posée sur le transport. La dame a parfaitement raison.
Nous venons de mettre en place l'AOTU. Ça va être finalisé très rapidement. L'AOTU, c'est l'autorité unique du transport en Martinique, parce qu'aujourd'hui, vous avez 17 autorités. Donc, si on n'a pas cette autorité unique, on ne peut pas permettre à quelqu'un qui sort de Saint-Pierre d'arriver avec le même ticket à Trois-Îlets. Et c'est ce que nous voulons mettre en œuvre. C'est dans notre programme. Et c'est-à-dire, vous prenez un système de transport depuis Saint-Pierre, ça peut être le transport maritime, qui fait une étape, puisqu'il est prévu d'avoir un transport maritime connectant pratiquement toute la côte Caraïbe. Josette Manet a commencé par une liaison publique Trois-Îlets-Fort-de-France. Eh bien, elle prend le bateau avec le même ticket, elle prend le bateau arriver à Pointe-Simon. De Pointe-Simon, elle prend le bateau pour aller aux Trois-Îlets. Le fameux pass dont vous parlez dans votre... Exactement. Merci. Alors, concernant la jeunesse qui s'en va à l'extérieur, très juste. Actuellement, on a perdu 17 000 habitants entre 2007 et 2014. 17 000 habitants. On l'a dit, on l'a gueulé, on a crié. Personne ne peut être à côté de nous parce que c'était l'outil statistique qui s'appelle l'IMSEP de la région qui avait dit ça. C'est incroyable, Martinique, y compris les indépendantistes qui n'arrêtent pas de mentir sur le fait qu'il y ait du charbon à l'usine de Trinité ou autre. On a perdu 17 000 personnes. Et quand l'INSEE l'a dit, Papa France, tout le monde en croit. Pas ni problème, tout le monde en croit. Eh bien, effectivement, c'est vrai. Et 2 jeunes sur 3 qui partent faire des études à l'extérieur ne reviennent pas. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en œuvre migration-retour. On encourage la natalité, mais en même temps, on ne peut pas demander aux gens de faire des enfants, des gens de revenir sans leur donner d'activité. C'est pour ça qu'on multiplie les initiatives, et c'est dans notre programme. Sur le plan culturel, il faut les fixer. Conservatoire de musique, mais je donne, si vous permettez, quelques exemples, je n'ai pas le temps de développer. Sur le plan des sports, et multiplier les manifestations de très grande ampleur, y compris la construction d'une piste de moto-auto du côté de Carrère. Le chantier commence dans les 2-3 mois qui viennent là. Et la question de la création d'activités sur les filières d'innovation, je l'ai dit tout à l'heure, numérique, biodiversité, énergie, pour permettre à ce qu'on embauche le maximum de personnes en dehors du fonctionnariat, dans le secteur privé. C'est très, très important. Quelqu'un qui part de Grand-Rivière, qui arrive au Lamentin, cette personne fait quoi à ce moment? Est-ce que c'est nécessaire pour cette personne de s'arrêter pour prendre le TCSP? Oui, cette personne pourra s'arrêter. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est que cette personne n'ait pas à prendre sa voiture, in fine, à la fin. Mais aujourd'hui, dans l'immédiat, cette personne prendra sa voiture, s'arrêtera à Carrère ou à Mao, plutôt, s'arrêtera à Mao pour monter dans le TCSP et arriver à Fort-de-France en 10 minutes. Donc, on n'aura pas à traverser l'autoroute. Mais à la fin de tout le processus, on espère d'ici 3, 4, 5 ans, ce qu'on souhaite, c'est surtout que cette personne aille de Grand-Rivière à partir d'un bus, connecte avec son bus du côté de Trinité, et Trinité, Robert par exemple, et de Robert prennent le TCSP parce qu'on a une extension du TCSP vers le Robert. Donc c'est la connectabilité entre transports, parce qu'on ne pourra pas amener le TCSP à Grand-Rivière, à Makuba, à partout. Par contre, pour répondre à votre question sur le désenclavement, nous considérons qu'il faut ne pas se contenter du TCSP et ne pas faire que le TCSP, qu'il faut absolument développer l'organisation du transport maritime terrestre TCSP, mais bus aussi, à l'intérieur de la Martinique. Et deuxièmement, l'organisation spatiale ne devra pas se faire simplement Makuba, Fort-de-France, Trinité, Fort-de-France, Gourmont, Fort-de-France, etc. Donc il faut qu'on ait un maillage transversal, un peu comme la dame disait tout à l'heure là, de sortir à Saint-Pierre et d'aller à Saint-Esprit, avec une connexion. Ça, on travaille dessus. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis en chantier dans notre programme une voie de désenclavement intérieur de la Martinique, qu'on n'a pas encore détaillée, mais qui nous permettra de relier le nord par le centre. Parce que relier le nord par le littoral, c'est une chose. On peut mettre Sainte-Marie à 40 minutes de Fort-de-France en l'élargissant. Les travaux de l'estrade commencent bientôt, donc on va élargir encore. Les travaux entre le carrefour du Verprix et McDonald's, c'est engagé. Donc ça va être 2 fois 2 voies avec une piste TCSP. Mais ce n'est pas que ça. Il faut absolument qu'on puisse avoir ce désenclavement par l'intérieur, ce qui nous permettra de délester l'usage de l'autoroute pour avoir un désenclavement alliant Casse-Pilote au Robert, Lamentin, avec des radiales qui remontent vers Basse-Pointe. Si on réussit ça, à ce moment, on aura un vrai maillage. Et quelqu'un qui sort, par exemple, de Casse-Pilote peut aller parfaitement dans ce maillage du côté du Robert, ensuite prendre une voie, un bus pour remonter vers Sainte-Marie. Vous savez, il y a une Grand-Rivière,
est coupé dès qu'il y a un effondrement. Donc on s'est engagé à faire une route reliant Macouba par des îles jusqu'à l'entrée de Grand-Rivière. Le chantier a démarré. Et maintenant, sur la partie formation professionnelle, ou formation tout au long de la vie, ça c'est notre chantier. C'est lié parce qu'il y a la formation initiale qu'il faut inventorier dès le lycée, de telle sorte qu'on puisse intégrer l'entrepreneuriat ou les volets de formation, notamment quand on va dans des filières techniques ou des filières à bon apprentissage. Il y a un lien à faire là. Je crois que là, il y a un effort considérable à faire, notamment en matière d'apprentissage. Et le dispositif ne fonctionne pas bien. On était à 2000 apprentis à peu près, on est resté à 2000 apprentis. Vous voulez mettre les apprentis en fait en contact avec les entreprises du territoire. Beaucoup plus fortement. Il y a des parties qui concernent l'État, puisque l'État apporte une grosse contribution à la formation d'apprentissage. Les versements ne sont pas faits de manière sécurisée, pas au rythme qu'il faut. Les entreprises reçoivent ça avec beaucoup de retard. La collectivité qui apporte le complément, même en doublant la prime d'apprentissage, notamment pour le deuxième apprenti, même en doublant, en donnant, notamment sur tout ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage, on donnait une aide pour la formation totale. Maintenant, on donne une aide par année. Même en faisant ça, on constate qu'on a du mal. La lutte contre le décrochage scolaire aussi, c'est la prise en charge des jeunes suffisamment tôt pour les insérer dans des dispositifs. L'école de la deuxième chance, on en a créé 3 en Martinique, Yon Rivière-Salée, Yon Trinité, Yon Fort-de-France. Et là, pour un autre volet, ce sont des jeunes qui sortent, des jeunes de moins jeunes qui sortent de prison et qui se trouvent en potentiel récidive. Là, nous avons créé d'ailleurs, on a délibéré l'école de la troisième chance, qui est une école sans mur, pour permettre à accompagner ces personnes-là beaucoup plus loin qu'on le fait aujourd'hui, y compris les formations que nous faisons à l'intérieur de la prison. Quelques mots maintenant sur le domaine de la santé. Vous en avez déjà parlé en début d'émission, mais la question qui revient à quand l'arrivée du cyclotron, quand on sait que de nombreux Martiniquais partent dans des instituts en métropole alors qu'il y a des médecins compétents ici. Oui, il y a plusieurs choses. Oui, il y a une situation aujourd'hui qui peut nous permettre de dire qu'il faut aller dans le sens de l'amélioration du plateau technique de la MENA et des hôpitaux de la Martinique. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a une fuite des gens qui partent plus pour se faire opérer à l'extérieur qu'en Martinique. Donc, ce travail, nous le faisons. Concernant le cyclotron, le projet est enclenché puisque nous avons constitué la société d'économie mixte qui va construire le cyclotron. On espère un début de travaux d'ici la fin de l'année prochaine. On va poursuivre très rapidement. On revient à la CTM. Est-ce que cette assemblée unique donnera plus de poids face au gouvernement français dans les revendications spécifiques? Je pense que ce sera une nouvelle force de frappe pour nous-mêmes, économiquement parlant, sociologiquement parlant, puisqu'on aura une seule structure. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit ça. Tout à l'heure, ce sera une seule décision, une seule structure. Bien écoutez, pour ceux et celles qui nous écoutent, nous avons un défi à relever. Je vais passer 2 ou 3 petits messages. Premièrement, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de ne pas croire que c'est un gadget, c'est rien du tout, c'est pas vrai. C'est vraiment une étape supplémentaire que nous allons franchir en termes de responsabilité et de développement. J'irai même plus en disant soyez fiers de cet outil-là, parce que c'est unique. La Guyane, c'est pas tout à fait comme la Martinique, puisque nous sommes les 2 pays à avoir opté pour une collectivité unique. Et la troisième chose, il faut avoir confiance en l'avenir. Nous avons réalisé beaucoup de choses pendant ces 5 dernières années. On n'a pas tout réussi, on a l'humilité de le dire, et nous vous proposons une équipe extrêmement déterminée à propulser la Martinique encore un peu plus loin, et d'autres reviendront après pour aller plus loin. Mais notre seule ambition, c'est que ce pays rentre dans un nouveau modèle économique, ce pays soit plus solidaire et ce pays soit en croissance permettant de créer plus d'activités pour éviter ce que nous connaissons aujourd'hui, même si le taux de chômage est à 19,4%, moins de 20%, c'est historique, mais il faut aller à plus bas, vers les 17-16%. Si on peut faire cet exploit-là, au moins pour les générations futures, on pourra dire que notre mission est accomplie.
Merci Serge Letchimy. Merci Serge Letchimy. Je rappelle que vous Merci. êtes député de la Martinique, président de la région Martinique et candidat à la collectivité territoriale de Martinique. Vous conduisez la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle et vous êtes tête de section à Fort-de-France. Le prochain Parole Mette Pièce spécial CTM, ça sera mardi sur Nord FM à partir de 10h. Bon week-end à tous.